Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette série d'émissions consacrée aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Je reçois Tidiane Koné, représentant du RHDP en France. Bonsoir, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire très simple. Est-ce Oui. que le président Ouattara sera candidat en 2025? Le président Alassane Ouattara sera candidat en 2025. En tout cas, c'est notre souhait premier et nous pensons que c'est celui qui pourra continuer le développement de la Côte d'Ivoire et apporter tout ce dont la Côte d'Ivoire a besoin pour être dans la trajectoire de l'émergence dans les années à venir. Tidiane Koné, en 2020, il avait dit qu'il se retirait pour faire la place à une nouvelle génération. Donc, c'était le Premier ministre Manogon Coulibaly, mon père son âme, qui devait le succéder en principe. Donc, il y avait une candidature pour, comment on dit ça, pour force majeure. Oui. Et à quoi répondra cette nouvelle candidature-là pour, soit un quatrième mandat pour certains ou un deuxième mandat de la Troisième République pour d'autres? Pour nous, c'est le deuxième mandat de la Troisième République pour être conforme à notre Constitution. Et vous avez bien dit que pour cas de force majeure, il s'est représenté justement en 2020 parce qu'il n'avait pas... parce que la situation était telle que le RHDP ne pouvait pas mettre en orbite un candidat avec le délai assez court. Mais je pense que cette décision-là revient à chaque parti politique. Nous, RHDP, nous avons décidé et nous souhaitons que le président de la République soit le candidat du RHDP avec tout ce qu'il a abattu comme travail sur le territoire, tout ce qu'il a apporté à la nation. Vous vous rappelez la CAN? Cette joie qu'il a rapportée. C'est un projet politique aussi. Quel pays ne souhaiterait pas avoir une population communiée et se sentir nation? Ce sont les joueurs qui l'ont gagné. Hein? Mais ça a dénoté quand même que les Ivoiriens étaient heureux. Oui, on ne peut pas être heureux dans un pays où il y a de la misère, dans un pays où il y a des grèves à n'en pas finir, dans un pays où il y a des rébellions, dans un pays où la pauvreté est intense. Donc, c'est pour vous dire que cette CAN-là a montré à la face du monde le résultat du travail du président Alassane Ouattara, sur le plan infrastructure, bien entendu, et sur le plan bien-être des populations. Et on a senti que l'Ivoirien prenait le sens d'être une nation, appartenait à une nation, à une patrie. Et ce sentiment-là, le monde entier l'a vu, le monde entier l'a senti. Et ce fort sentiment-là a touché. C'est pour ça que l'Ivoirien, la Côte d'Ivoire est devenue aussi populaire. Tout le monde en parle. La CAN a été l'événement africain le plus regardé dans le monde. C'est la plus belle CAN de l'histoire. Moment. Et donc, je veux dire, tout ça, c'est le travail. C'est le travail d'un visionnaire, d'un homme bien entendu, et d'une équipe derrière. Et d'une équipe et d'un travail qui est fait jour après jour pour mettre en exergue les potentialités de ce pays-là. Et on a vu par le passé, bien entendu, la Côte d'Ivoire n'est pas née en 2011. La Côte d'Ivoire est née bien depuis 1960. Bien entendu, je vais vous donner deux exemples emblématiques du travail du président de la République. Je prends l'exemple du pont de Jacquesville. Le pont de Jacquesville, c'est un souci pour cette population-là depuis des années 70. Depuis les années 70, cette population souffre. Tous les gouvernements sont passés du PDCI au FPI. Qui a résolu ce problème? Il y avait la guerre. Mais la guerre... Enfin, sous Gbagbo. Hein. La guerre, c'est la guerre. Je veux dire, on ne peut pas prendre son incompétence pour une excuse. Quand on est président de la République, quand on va jurer sur la Constitution... Mais il a gouverné avec vous. Vous êtes gouvernement d'union nationale. Laisse-moi terminer. Allez-y. Quand on va jurer sur la Constitution, qu'est-ce qu'on dit? On va préserver l'intégrité nationale du territoire et on va assurer la sécurité de chaque concitoyen. C'est pour ça que le président de la République est chef des armées. Et donc, s'il faillit, il ne dit pas que c'est les autres, non, vous êtes chef des armées. Ça veut dire que la politique de défense du pays vous incombe. Et donc, pour ça, vous êtes responsable. Si un corps étranger vient violer votre territoire, vous êtes responsable. Il est facile de dire une incompétence qu'on utilise comme excuse. Des gens sont venus d'ailleurs, ils ont été soutenus par... Je ne pas à comprendre. C'est lui le responsable de ce qui s'est passé en 2002, c'est ça? Qui? Gbagbo, le président Gbagbo. Mais il est responsable, c'est son incompétence. C'est son incompétence. La rébellion, c'est de sa faute? C'est son incompétence. Des rébellions peuvent arriver, bien entendu.
des armées étrangères peuvent essayer d'attaquer. En Côte d'Ivoire, on a essayé des coups d'État. Depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, il y a eu plusieurs tentatives. Pourquoi elles ont toutes échoué? Pourquoi elles ont toutes échoué? Parce qu'on a un leader charismatique. Parce qu'on a quelqu'un qui est le chef des armées. Voilà pourquoi. Donc, quand on n'a pas un leader et qu'on a quelqu'un qui demande un mandat, qu'on lui donne un mandat de 5 ans pour venir planter des clous, on n'a pas besoin de maçon, on n'a pas besoin de menuisier, on a besoin d'un chef d'État, on a besoin d'un leader, on a besoin d'un leader charismatique. Quand d'autres viennent dire, ils veulent se présenter comme candidat, et au moindre problème, ils prennent la poudre d'escampette pendant 24 ans, je veux dire, on a besoin d'un leader stable. Parlez de qui? Il se reconnaîtra. Tiziane? Il se reconnaîtra. On a besoin d'un leader stable, quelqu'un qui connaît le pays, quelqu'un qui est dans le pays et quelqu'un qui a des résultats. Vous savez, en Côte d'Ivoire, depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, le salaire moyen des fonctionnaires a augmenté entre 40 et 50%. Il y a certains salaires dans le domaine de santé qui sont les meilleurs salaires en Afrique de l'Ouest. Dans le domaine de l'éducation, il a débloqué l'indice des fonctionnaires qui était bloqué depuis 25 ans. Je dis, on a l'impression qu'il a fait des miracles, c'est de la bonne gestion. C'est la bonne gestion, c'est la maîtrise de l'économie de son pays. Ça, c'est votre bilan, mais ce n'est pas partagé par tout le monde. Les Ivoiriens aussi contestent, en tout cas, certains points. Il y a la cherté de la vie et aussi au niveau du partage de la richesse. Hein. Non, mais au niveau du partage de la richesse, ça, je vous réponds rapidement au niveau du partage de la richesse. Je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle partage de la richesse? Pour certains partis, le partage de la richesse, c'est quoi? C'est que le président assis au palais présidentiel et chaque Ivoirien passe et on lui donne une enveloppe. Voilà, c'est certain qu'il le faisait, surtout entre 2000 et 2010. C'est le travail, on distribue l'argent aux gens. Non, le partage de la richesse, c'est quoi? C'est attaquer la pauvreté. En 2011, il y a certains Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, certains Ivoiriens qui n'avaient jamais vu de l'électricité. Il y a certains Ivoiriens qui n'avaient pas accès à l'eau potable. En 2011, le partage de la richesse, c'est ça. Plus de 85% des villes du territoire national est électrifié. En 2025, on sera à 100%. On a plus de 75% d'adduction d'eau potable, des châteaux d'eau. C'est ça le partage de la richesse. Quand les Ivoiriens travaillent et que le résultat de ce travail-là met à disposition de l'État des ressources, l'État aide la population à sortir de la précarité. Parce qu'il va falloir qu'on fasse, bien entendu, un équilibre, qu'on essaie de lutter contre les disparités entre les grandes villes et certaines villes rurales. Et tout ce travail-là, c'est le fruit du travail des Ivoiriens qui a mis en évidence toute cette richesse-là qu'on redistribue en augmentant les salaires, bien entendu, en développant le pays. Parce que cette inégalité territoriale, elle est due aussi sur le plan infrastructure. Certains, pour aller dans leur village, pouvaient faire 10 heures de route. Avec l'arrivée du président Ouattara, il y en a qui le font à 2 heures. La plupart le pays commence à avoir des infrastructures. Et ces infrastructures-là, qu'est-ce qu'elles font, ces infrastructures-là? Elles donnent un potentiel au pays. Et cette potentialité-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attire les investisseurs. Et c'est ceux-là qui apportent de la valeur ajoutée à la Côte d'Ivoire. La France se bat pour avoir des investisseurs. Elle crie partout. Nous sommes le premier pays qui attire des investisseurs. Pourquoi? Parce qu'on lutte contre le chômage. On crée de la richesse. Et cette richesse est redistribuée dans le pays pour permettre à la société d'avancer. Je vais encore aller plus loin. On n'aura pas assez de temps là. Oui. On passe rapidement à d'autres sujets aussi à aborder. Allez-y. Sincèrement, en 2025, est-ce qu'on peut parler d'une élection crédible sans la participation de Laurent Gbagbo? Certains nous demandent pourquoi faire de la participation de Laurent Gbagbo un préalable pour avoir une élection crédible. Je ne comprends pas cette question. C'est comme si au Sénégal, Ousmane Sonko étant mis de côté, on mettait la crédibilité des élections par la candidature d'Ousmane Sonko. Non. Il a été sanctionné par la justice. Cette sanction, on peut en débattre ou pas. On ne parle pas de la justice d'un pays, mais il a été sanctionné. En démocrate, je me retire, je mets un dauphin qui a été élu.
Et donc, on ne peut pas mettre un préalable à la démocratie par la participation d'une personne. Et surtout, si cette personne-là est sous le coup d'une décision de justice, on dira, si le président de prend... De toute façon, il y a deux manières pour qu'il se présente, pour que on puisse donner l'armistice à M. Laurent Gbagbo pour qu'il puisse se présenter. Il y a le droit. Et ce droit-là s'exerce de deux manières. Soit l'Assemblée nationale propose une loi qui est votée, soit le président de la République fait un projet de loi. Voilà, les deux façons. L'opposition a des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Mais pardon, pourquoi n'utilise-t-il je suis désolé. Ouais, si l'opposition propose une loi d'amnistie, est-ce que vous, RHP, serez prête à la voter? Mais, excusez-moi, à l'Assemblée nationale, quand on fait une proposition de loi, qu'est-ce qu'on fait? On va rencontrer ses homologues. N'oubliez pas qu'un élu, un député est un élu de la nation. Un député n'est pas un élu du RHDP, du PPACI, il est un élu de la nation. Qui siège dans des groupes politiques. Il siège dans des groupes parlementaires. Bah oui. Il siège dans des groupes parlementaires. Il soit attaché à sa famille politique. Non, mais il siège dans des groupes parlementaires. Qu'est-ce qui empêche un groupe parlementaire de l'opposition de déposer une proposition de loi et d'aller voir ses collègues députés pour leur expliquer la pertinence de cette loi, les convaincre pour qu'ils viennent vers eux pour voter cette loi? Ce n'est pas interdit. Et pourquoi partir sur un a priori et obliger le président à faire forcément un projet de loi pour ça? Qu'ils essaient cette voie-là, elle peut marcher ou pas marcher, après on verra. Mais ils ne laissaient pas. Ce parti a toujours voulu qu'on torde la loi pour les satisfaire. C'est toujours ça. Dès qu'il y a un souci, dialogue politique, rencontre politique, pour qu'on prenne une décision qui passe au-dessus de la loi pour leur faire une faveur. Mais utilisez les canaux qui sont présents et après on verra, utilisez ces canaux-là. Et en plus, si vous voulez que le président de la République pose cet acte, c'est une doléance. Est-ce que Guillaume Soro a toujours eu sa place en Côte d'Ivoire? Mais bien entendu que Guillaume Soro a sa place en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, il a sa place en Côte d'Ivoire. Il peut rentrer. Il peut rentrer. S'il est sous le coup de décision de justice, mais qu'il se présente à la justice de son pays et qu'il règle son problème avec la justice, il n'est pas interdit d'entrer en Côte d'Ivoire. Personne n'a fermé la porte à Soro Guillaume à entrer en Côte d'Ivoire. Il est libre, il peut rentrer sur le territoire national. Merci Tidiane Koné, rapidement vos vœux aux Ivoiriens pour cette nouvelle année. Je souhaite à tous mes concitoyens ivoiriens déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Et pour l'année prochaine, je souhaite que nous ayons dans une nouvelle année le cœur apaisé, que nous essayons de recréer ce que nous avons vécu durant cette CAN-là, qui a été l'union d'un peuple, l'union d'un pays, où on s'est senti ivoirien, on s'est senti appartenant à une même nation. Et cette appartenance-là, pour rien au monde, nous devons la détruire ou la casser. Et donc, je souhaite vraiment que les Ivoiriens prennent la mesure des efforts que le gouvernement a fait pour eux et qu'ils continuent à aider le gouvernement pour apaiser ce pays-là et que Dieu nous aide tous et Dieu nous donne la santé à tous pour que cette année soit une année heureuse pour tous. Merci beaucoup, merci d'avoir cette invitation. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.